Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous remercie vivement de cette occasion d'être parmi vous afin de célébrer le 30e anniversaire de l'Institut Schiller, qui constitue, à mon avis, un lieu pour le dialogue sur le développement, la justice sociale, la coopération humanitaire, la politique et l'économie contemporaine et les affaires internationales, ainsi que la prévention des conflits régionaux. Je suis sûr que cette conférence va contribuer à faire avancer les discussions comme d'habitude. L'Eurasie est la plus grande entité territoriale du monde avec une importance géostratégique constante. Elle englobe les anciennes républiques de l'ex-Union soviétique, les pays des Balkans, les anciens pays de l'Est situés en Europe centrale, de même que l'Iran, la Turquie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan. Le centre critique de l'Eurasie, foyer des crises, se situe principalement dans sa région centrale, c'est-à-dire en Bosnie, Herzégovine, Kosovo, Tchétchénie, Adjari, Ossétie, Karabakh, Tadjikistan, Afghanistan et les régions peuplées de Kurdes de la Turquie. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne et le Japon sont des pays qui peuvent jouer un rôle important sur la scène politique d'Eurasie et modifier sa situation géopolitique. Outre leur impact économique, l'Allemagne et le Japon peuvent jouer un rôle plus important dans l'évolution des événements d'Eurasie. Mais la plupart de leurs pays voisins s'opposaient à leur suprématie dans cette région. La Russie et la Chine sont les deux grandes puissances intervenant dans l'Eurasie. Grâce à leur position historique et aux conditions internationales, aucun acteur étranger ne peut, à lui seul, ébranler leur rôle historique dans la région. Un des principaux objectifs poursuivis par les États-Unis consiste à empêcher l'unification de l'Eurasie sous le contrôle d'une puissance unique. Ils craignent que si une seule puissance étendait son mainmise sur les réserves eurasiatiques, l'équilibre des forces mondiales se modifierait au déterminant de leurs intérêts. En effet, l'avenir stratégique des États-Unis en Eurasie dépend de deux facteurs. D'abord, l'évolution de la participation des membres de l'Alliance atlantique après la fin de la guerre froide. Ensuite, les capacités de la Russie pour renforcer sa puissance et jouer le rôle principal dans cette région. La fragilité de l'Eurasie est principalement due à des facteurs sécuritaires en Europe de l'Est, en Europe centrale, dans les Balkans et les ex-républiques soviétiques qui tendent à éterniser la rivalité
entre les grandes puissances. Après la désintégration de l'Union soviétique, la macro-stratégie américaine résidait dans la canalisation des ex-républiques soviétiques, des pays du bloc de l'Est et de la Chine vers le système économique international. Mais, après la fin de la guerre froide, l'Eurasie est restée la principale scène de rivalité entre les deux grandes puissances. Environ 75% de la population mondiale y vivent et la majorité partie de la richesse planétaire se situe dans cette région. Environ 60% de revenus mondiaux et presque 3/4 des réserves énergétiques connues appartiennent à l'Eurasie. Toutes les puissances nucléaires, à l'exception d'une seule, se trouvent également en Eurasie. Pour l'État américain, le retour de la Russie sur la scène des rivalités géopolitiques en Eurasie signifie le retour à la période de la guerre froide. Les intérêts des États-Unis dans la nouvelle Eurasie se divisent en deux catégories. À court terme, il insiste sur la non-prolifération des armes de destruction massive qui mettraient en danger leur sécurité ainsi que celle de leurs alliés. À long terme, il tente de faire obstacle à l'influence des grandes puissances rivales de toute opposition aux valeurs et intérêts américains en Eurasie. La Russie et la Chine sont les deux pays puissants ayant des frontières communes avec l'Asie centrale et le Caucase, comme la capacité de mettre en péril les intérêts américains dans la région. L'attrait stratégique de l'Asie centrale n'est pas un fait nouveau. La nouveauté concerne la diversité des stratégies dans ce domaine et les évolutions qui guettent cette région. Dans le monde bipolaire, né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le mur entre l'Est et l'Ouest constituait la ligne stratégique séparant les deux blocs. Le partage de l'Allemagne, la naissance de la Chine communiste et l'obstacle de l'île de Formose, la guerre de Corée et l'apparition de deux Corées, la crise des guerres d'indépendance entre les colonies de l'Asie orientale et du Sud, les guerres de Vietnam et de Cambodge et les deux pactes, l'OTAN et Varsovie, se confrontaient. Avant que l'Europe, l'Asie et les États-Unis soient visés par les armes nucléaires et la guerre des étoiles, Moscou s'est déclaré vaincu, mettant ainsi un terme à 70 ans de cauchemar de conservateurs occidentaux et marqua le début d'une nouvelle ère sur l'échiquier mondial. Le vide créé a progressivement été comblé par l'Occident. L'OTAN est resté en place alors que le pacte de Varsovie disparaissait. L'alliance des États de l'Europe de l'Est a été rapidement remplacée sous les coups des anticommunistes locaux soutenus par des régimes conservateurs qui se sont alliés à l'OTAN. Ces événements se déroulaient au moment où la capitale du monde communiste était en proie à la crise des tensions de système socialiste au système capitaliste.
Le nouveau système a instauré sur un large territoire, sous le contrôle de l'Occident, la Fédération de la Russie et 14 républiques indépendantes. À l'instant de Londres, en 1945, la Russie a créé un Commonwealth avec ces nouvelles républiques afin de préserver sa suprématie. Plus de 20 ans après la chute du dit régime, la base de la marine russe dans la mer Noire se trouve sur le territoire ukrainien, tandis que le plus important pipeline conduisant le pétrole et le gaz russe vers l'Europe traverse ce même territoire. La base spatiale de Baïkonour se situe au Kirghizistan. Dans ces républiques où la domination du Parti communiste durant 70 ans n'avait pas bouleversé les fondements de la structure sociale, se sont succédé la guerre entre Azerbaïdjan et l'Arménie, avec pour objet le Haut-Karabakh, la guerre civile en Ouzbékistan contre les fanatiques religieux, la guerre civile tribale et religieuse au Tadjikistan, les conflits internes de la Géorgie contre les indépendantistes de l'Ossétie du Nord et Abkhazie, la guerre ethnique et religieuse de la Tchétchénie contre la République soutenue par Moscou, auquel il convient d'ajouter les conflits entre Moscou et certains de ces républiques qui constituent les axes économiques et militaires de la Russie, comme la situation actuelle en Ukraine qu'il vient de citer par Nathalie. Les républiques les plus proches qui, avant la désintégration de l'Union soviétique, étaient des centres industriels et des voies commerciales de la Russie avec l'Occident, ont devenu, avec le soutien de Washington et grâce à des révolutions de velours, des rivaux de la Russie. Progressivement, l'OTAN et l'Union européenne s'avancent vers ces territoires. La guerre en Afghanistan fut une opportunité pour Washington d'établir des relations militaires avec les républiques asiatiques en question. Alors que les États-Unis faisaient une démonstration de force en Afghanistan et en Irak, Pékin et Moscou ont créé le pacte de défense de Shanghai avec la participation des républiques asiatiques de l'Alliance de l'ancienne Union soviétique. Outre ce pacte stratégique de défense, Moscou s'est intéressé à créer un maillage autour de la mer Caspienne, s'étendant ses relations commerciales jusqu'au bassin du Golfe Persique. Le Caucase a été en permanence sous le contrôle de l'influence de trois puissances régionales, la Russie, l'Iran et la Turquie, même si durant ces dernières années, les États-Unis et l'Europe ont également pénétré dans cette région, l'impact des trois premières puissances y reste plus important que l'influence des nouveaux arrivants. Le poids de l'Eurasie est considérablement dans le maintien de la sécurité internationale. Cette particularité a transformé cette région en un des foyers internationaux de rivalité entre les grandes puissances. Les intérêts palpables et matériels, les menaces et les inquiétudes
communes, les valeurs culturelles communes, les antécédents historiques et la position géographique des pays de l'Eurasie ont conduit à l'établissement des rapports géopolitiques entre les pays de cette région et probablement à des coopérations futures entre ces pays. Sans aucun doute, compte tenu de ses capacités diverses, l'Eurasie constitue un des moteurs de l'économie mondiale et toute l'évolution dans cette région se répercutera sur l'ordre international. De même, l'Eurasie est en proie de nombreuses difficultés, telles que le terrorisme, l'extrémisme, le trafic des stupéfiants, l'arriération économique et politique, les tensions ethniques, frontalières et religieuses, les difficultés environnementales et les conflits politiques qui défient la stabilité et la sécurité de cette région et du globe. Pour relever ces défis, une coopération constante et une utilisation convenable des capacités et des ressources de cette région sont plus qu'indispensables. Pour conclure rapidement, que le destin de 6 milliards d'êtres humains se trouve entre les mains de quelques puissances qui rivalisent de manière permanente en vue d'instaurer leur domination. Pour réorganiser le monde, à l'abri de la volonté de domination des grandes puissances et des conflits ainsi générés, la Charte des Nations Unies reste à ce jour l'acquis le plus efficace du monde civilisé qui doit gérer la volonté des grandes puissances et des alliances. Je vous remercie.